Magazine Pluriel. Juliette Camde. Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal Rencontre de Lomé sur la santé des sols et des engrais, de vrais engagements à prendre. C'est ce qui transparaît à travers la déclaration du chef de l'État. Retour sur les grandes lignes de ce discours dans cette édition. Campagne nationale de reboisement lancée à l'occasion de la journée de l'arbre le 1er juin dernier. Nous revenons sur cette célébration de l'arbre au Togo. 10 morts, c'est le bilan des heurts qui opposent les partisans d'Ousmane Sonko et les forces de sécurité au Sénégal. Les appels au calme se multiplient. 2 invités à retrouver en fin de journal. Kobié Blaise, il est directeur de la promotion du tourisme, et Dr Yaknabe Ouasset, ancien casque bleu togolais. Et puis les autres rendez-vous du journal, les échos du palais et la revue de presse. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette édition. Lomé a accueilli mardi et mercredi une table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé du sol en Afrique de l'Ouest. Il nous faut produire plus aujourd'hui et demain. C'est le plus grand impératif de nos agricultures. Il faut, sans vision, sans stratégie, les engrais passent bien vite d'une promesse de restauration des sols à la cause de leur détérioration. C'est une déclaration du chef de l'État à cette rencontre. Retour sur les grands axes du discours du président de la République, Faure Gnassingbé, à la rencontre de Lomé sur la santé des sols et des engrais. C'est avec Edmond Sogba. Dans son allocution, le chef de l'État Faure Gnassingbé appelle ses pairs à réfléchir sur la politique agricole pour la population africaine, cette population qui fera l'Afrique que nous appelons de nos voeux une Afrique résiliente, une Afrique à même de nourrir ses enfants et d'offrir à chacun un cadre de vie digne et prospère. Cette Afrique passe par la reconquête de notre autosuffisance alimentaire. Celle-ci doit reposer sur une vision stratégique qui implique une vision sous-régionale intégrée. Car en la matière, il n'y a pas de succès possible sans une coopération sous-régionale planifiée et efficacement exécutée. Cette vision et son exécution demandent probablement un certain temps pour montrer leur efficacité, même si nous avons aussi à répondre aux urgences. À l'heure où de multiples crises bouleversent les politiques publiques du développement, la préservation de notre environnement doit aussi retenir notre attention, et en particulier la régénérescence des ressources naturelles et la lutte contre la déforestation. Or, l'un des éléments essentiels de la lutte contre la désertification et l'appauvrissement des sols est bien sûr la gestion des intrants dans l'agriculture. Nous constatons tous, depuis la crise de la Covid-19 et plus encore depuis le conflit en Ukraine, un certain retour aux fondamentaux dans nos délibérations. L'énergie, l'alimentation, la sécurité de nos frontières et de nos populations sont autant de questions, un temps marginalisées, qui aujourd'hui reprennent leur juste place au cœur de nos efforts pour le développement du continent. Incontestablement aborder les engrais, l'alimentation et la santé des sols participent donc à un certain retour aux sources. Tout d'abord, il nous faut produire plus aujourd'hui et demain. Ce regain d'intérêt pour les fondements de notre souveraineté alimentaire est d'autant plus nécessaire qu'après des décennies de constante amélioration, la faim est malheureusement de retour sur notre continent. De ce constat, le président de la République togolaise affirme que produire plus maintenant et demain est le grand impératif pour les agricultures africaines, un sursaut productif qui passera nécessairement par une intensification des cultures, la pression grandissante sur le foncier et l'impératif de maîtriser la déforestation qui doivent encourager à augmenter les rendements qui, jusqu'à présent, ont déçu. Je pense en particulier au rendement des céréales
qui n'a cru que modestement, passant d'1 tonne à l'hectare en 1961 à 1,75 tonnes en 2021. En comparaison, le rendement céréalier en Asie est passé d'un peu plus d'1 tonne à plus de 4 tonnes à l'hectare. Les intrants et en particulier les engrais joueront ici un double rôle. Combinés à une mécanisation plus importante, ils permettront de profiter pleinement des semences améliorées. Utilisés judicieusement, ils aideront à atténuer l'inévitable perte de fertilité qu'implique une utilisation plus intensive des terres et des jachères plus courtes. En 2006, la déclaration d'Abidjan s'était fixée l'objectif d'une utilisation moyenne en Afrique de 50 kg d'engrais à l'hectare d'ici à 2015. Nous en sommes malheureusement bien loin. En 1961, l'Afrique subsaharienne utilisait en moyenne 6 kg d'engrais par hectare. En 2021, ce chiffre avait doucement grimpé à 20 kg par hectare. Sur la même période, l'utilisation d'engrais en Asie était passée de 20 kg à 150 kg à l'hectare. Il nous faut donc une vision stratégique. Le constat est clair et le plan de marche à adopter ne l'est pas moins. Car si le sujet est brûlant, répondre à l'urgence par l'empressement, voire la précipitation, serait bien mal avisé. Sans encadrement, sans éducation et sans régulation, le simple fait de gonfler notre usage d'engrais risquerait de s'avérer tout à fait contre-productif. En particulier, une telle approche entraînerait 2 problèmes majeurs. Le premier est bien entendu celui de la pollution des cours d'eau et du littoral, avec tous les risques que le développement incontrôlé des algues fait peser sur nos pêcheurs. Sans oublier les coûts importants qu'une épuration systématique des eaux impose sur les communautés touchées par la pollution des nappes. Ensuite, l'utilisation excessive et mal encadrée de certains engrais peut entraîner à terme une acidification des sols, augmentant alors le risque d'érosion ainsi que la concentration de certains produits toxiques comme les métaux lourds. Pour le chef de l'État, les subventions doivent limiter les risques liés à l'accès aux intrants pour que l'utilisation des engrais puisse répondre à l'urgence d'une intensification de la production alimentaire, raison pour laquelle le chef de l'État est favorable à une planification régionale pour trouver un juste équilibre et une bonne stratégie et bien s'organiser pour une bonne coordination. Ainsi, les instituts de recherche en partenariat avec les unités de production doivent travailler ensemble au développement de savoirs sous-régional sur la préparation et l'utilisation d'engrais adaptés. Les étudiants de la 3e promotion du programme présentiel d'excellence PPE repartis dans différents ministères ont été présentés hier à la presse après 18 mois de formation initiée par le chef de l'État depuis juillet 2019. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités de l'administration togolaise en y apportant des émergents. Aïcha Péré, coordinatrice de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires. Le programme présidentiel d'excellence a été mis en place pour identifier les jeunes talents togolais, renforcer leurs capacités sur des compétences transversales qui peuvent les rendre plus compétitifs dans le monde du travail. Ils sont formés pour avoir des compétences améliorées sur la communication, la résolution de problèmes, le leadership, qui leur permettent d'accompagner la mise en œuvre de l'action gouvernementale et l'atteinte des résultats. Sokpo Jean Florian, analyste de projet senior à la présidence de la République, est l'un des étudiants de cette promotion. Il se dit prêt à apporter sa pierre à l'édifice national. C'est un programme qui nous a apporté beaucoup de choses et aujourd'hui nous avons assez de compétences et nous mettons à profit ces compétences-là au jour le jour dans l'administration togolaise. L'une des ambitions de la feuille de route gouvernementale, c'est d'offrir en fait à la population une éducation de qualité en phase avec le marché du travail et ce programme présidentiel répond à cette ambition-là. Donc nous ne pouvons que remercier encore une fois le chef de l'État pour sa confiance placée en la jeunesse togolaise. Le 1er juin, l'arbre a été célébré au Togo. Elles sont plus d'une trentaine de jeunes filles et femmes ambassadrices de l'environnement, membres de la CIAE Togo, a planté ce jour 300 plants dont les tecs blancs, les kayaks et les flamboyants. Ces dernières veulent montrer leur engagement sur les questions environnementales et contribuer
à sauver la planète. Adjoaï Akoué Laurence, ambassadrice de l'environnement du Togo 2023. La journée nationale de l'arbre, et pour moi c'est un signe pour que nous commémorons cette journée en plantant des arbres et en augmentant le couvert végétal. Ainsi j'ai mobilisé mes sœurs de m'accompagner pour pouvoir mettre en terre des plants pour qu'à l'avenir, quand ces plants vont grandir, nous puissions encore en faire d'autres, pouvoir nous démarquer à travers nos actions et à faire comprendre aux autres que ce n'est pas une action que pour certaines personnes, mais que c'est quelque chose qui est pour nous tous, pour qu'ensemble nous arrivions à sauver, à protéger l'environnement, notre planète future. Il est question d'accompagner l'ambition d'1 milliard de plans à l'horizon 2030 du gouvernement, mais aussi de lancer la phase 3 du projet forêt Nanabenz dans le village de Klobateme. Nomo Tété Pierre, promotrice de l'initiative ambassadrice de l'environnement Togo. L'objectif cette année, c'est d'arriver à mettre sous terre au moins 1200 arbres sur une superficie de 1,5 hectare dans la commune de Golfe 1. Nous voulons accompagner le gouvernement dans la vision d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Aujourd'hui, avec l'ambassadrice de l'environnement, nous avons lancé la 3e phase du projet Chaque jeune fille togolaise, un arbre, et avec un projet spécifique phare en interne qui est le début du lancement de la forêt de Nanabenz, une forêt exclusivement dédiée à la femme togolaise, la femme battante togolaise. Et l'idée derrière, c'est d'arriver à ce que toutes les jeunes filles aussi aujourd'hui puissent contribuer à la lutte contre les changements climatiques en plantant des arbres. La journée de l'arbre donne lieu depuis 3 ans à une vaste campagne de reboisement en vue d'améliorer substantiellement le couvert forestier togolais dans les années à venir. Planter, c'est bien, mais entretenir les plants mis en terre pour leur bonne croissance, c'est encore mieux. Il s'agit pour ceux qui plantent les arbres donc d'être exhortés à entretenir les plants mis en terre. Sylvain Akati de l'ONG Action des jeunes volontaires pour le développement intégral. Dès la mise en terre des plants, il faut un suivi rigoureux. Le suivi peut se faire avec les autorités locales, avec des ONG, et le suivi aussi peut se faire avec les acteurs qui ont mis en terre ces plants-là. Chaque semaine, vous devez aller contrôler pour voir est-ce qu'il n'y a pas la transhumance, est-ce que le feu n'est pas passé, est-ce qu'un plant est mort, vous allez remplacer cela. Des fois, on constate les actes criminels, les gens, compte tenu de leur activité champêtre ou autre chose, ils arrachent les plants. Donc le suivi doit se faire chaque semaine. Veiller de tout près jusqu'à au moins 2 ans. Et quand les plants vont prendre l'envol de croissance, vous devez maintenant faire les pare-feux. Faire des pare-feux pour ne laisser aucun espace, même aux feux de végétation, pour assurer une bonne santé aux arbres. Nous retrouvons Sylvain Akati. À Palakoko, j'ai vu une rue et j'ai vu 5 plants quelque part en bonne forme. Et je demande, mais pourquoi on a planté seulement que 5 plants sur la route là? Bon, les populations me disaient que c'est sur toute la ligne de cette route là, on avait mis les caillas. Donc quand les gens étaient venus mettre les caillas, ils sont partis, c'est fini. Le gars qui était dans le milieu, c'est son champ, il travaillait, il entretenait ces plants là. C'est pourquoi les 5 plants là ont grandi. Et aujourd'hui, si vous les voyez, c'est très joli. Mais donc, vous voyez que là où on n'a pas entretenu, tu ne vois aucun plan. Quelle est donc l'importance des arbres pour l'homme? Élément de réponse dans ce dossier de Nabara Nafara Noudar. Les arbres sont bien plus que de simples composantes du paysage naturel. Ils fournissent de l'ombre et sont des acteurs clés dans la production d'oxygène. Grâce à la photosynthèse, ils absorbent le dioxyde de carbone et le convertissent en oxygène pur, oxygène qui est essentiel à la respiration humaine. Les arbres agissent comme des filtres naturels en éliminant les polluants atmosphériques nocifs tels que le dioxyde de soufre et les particules fines. Ils absorbent ces polluants par leurs feuilles et leur écorce, améliorant ainsi la qualité de l'air que nous respirons. Les arbres donnent aussi la pluie. De plus, les racines des arbres jouent un rôle essentiel dans la conservation des sols. Elles empêchent l'érosion en maintenant les particules de sol ensemble. Les arbres aident également à retenir l'eau dans le sol. Ils régulent ainsi les niveaux d'humidité et contribuent à prévenir les sécheresses et les inondations. Enfin,
Les arbres jouent un rôle important dans la régulation du climat en repoussant le désert et en réduisant les gaz à effet de serre. Il est indéniable que les arbres sont d'une importance vitale pour l'espèce humaine. Si vous n'avez pas encore songé planter un arbre, vous faites utile en plantant un arbre car qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Nabara Nafara Nouda, nous restons avec vous. Vous étiez hier à la cérémonie de remise des lots de Togocom. La remise s'est déroulée à la direction générale de la société. Sympathiser plus avec sa clientèle, c'est la vision de la société. Elle a donc récompensé les gagnants du jeu Autantea. Autantea est subdivisé en deux concepts, notamment Kiss Data et Tombola. 61 lauréats emportent des chèques de 25 000 et 50 000 francs CFA. Suivons les impressions de quelques-uns. Je suis très émue, je suis vraiment contente. Avoir le message au début, ça a été vraiment difficile de faire confiance, mais j'ai essayé et voilà le résultat. Et même lorsque j'ai eu l'appel de venir récupérer mon prix, j'ai pas été vraiment rassurée, mais je suis venue quand même et Dieu merci, ça a été vraiment une réalité. Je suis très content, mais au début je ne croyais même pas. J'ai joué le jeu et j'ai gagné. Donc ce que je peux dire à tout le monde, c'est qu'il faut jouer et vous allez gagner. Charles Madja Adede, chef division marketing opérationnel, explique le processus des jeux Tombola et Quiz. Le quiz est une série de questions envoyées au client auxquelles il répond et chaque bonne réponse lui donne 20 points, chaque mauvaise réponse lui donne 10 points. Le jeu Tombola, lui, consiste à acheter des tickets. Nous avons des tickets de 200 francs, des tickets de 300 et des tickets de 500 francs. Chaque ticket acheté, lorsque le client ou le participant est tiré, il a 50 fois le montant du ticket qu'il a acheté. La fin de ces jeux est prévue pour le 21 juillet prochain. À la fois moyen de déplacement et instrument d'activité physique, le vélo est écologique et économique. L'ONU, en décrétant en avril 2008 le 3 juin comme journée mondiale du vélo, a pensé à la contribution du vélo pour l'atteinte des 17 objectifs fixés par l'organisation en matière de développement durable. Mathias Bebeni. Oui, pour l'ONU, le vélo contribue à un développement apte à des opportunités économiques, à un plus grand bien-être social et à la protection de l'environnement. La déclaration de l'ONU sur cet engin est celle-ci. Le vélo est un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, durable, respectueux de l'environnement et qui entretient la santé. Faire du vélo traditionnel ne génère aucune pollution et il permet à chaque pratiquant de faire du sport au quotidien et de se maintenir plus facilement en bonne forme physique. Cette journée mondiale vise donc à encourager les États membres des Nations Unies à accorder à la bicyclette une place particulière dans les politiques et programmes de développement, mais également à améliorer la sécurité routière grâce à des infrastructures de transport adaptées. Dans certains pays, des associations s'organisent pour la mise en place d'un dispositif nommé Savoir rouler à vélo, CRAV. Le dispositif favorise l'apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans. Les examens du bac 1 qui ont commencé mardi dernier prennent fin ce samedi avec les épreuves facultatives. Elles doivent d'ailleurs donc être déjà terminées. Pour en savoir plus, une équipe était passée dans quelques centres d'écrit à Lomé où ils ont tendu leur micro aux premiers candidats qui finissaient leur dernière épreuve facultative, bien entendu. Nous écoutons au micro de Esayanis et Honoré Kata. Depuis le mardi, on a bien travaillé. Ça n'a pas été difficile, mais c'est bon. C'est ce qu'on a appris en classe qu'on nous a demandé. On a fait de notre mieux. Ce que nous avons fait en classe, c'est sorti et je crois que je vais réussir. Les épreuves ont été quand même abordables. Il y a eu des hauts et des bas, mais on a essayé de donner le maximum. La plupart des épreuves nous ont quand même soutenus. Toutes les épreuves que j'ai eues étaient bien passées et je crois que pour les autres aussi, c'est la même chose. Les épreuves ont bien démarré. On a commencé avec le français et aujourd'hui on a terminé avec EV. C'est bien passé chez moi. Preuve de mathématiques et SVT qui a été difficile.
Un examen fini, un autre s'ouvrira. Le bac 2 suivra donc après la proclamation des résultats des épreuves écrites du baccalauréat, première partie ou encore probatoire. Série d'hommages de Radio Lomé à feu Abdou Assouma, décédé il y a 9 jours. Nous proposons aujourd'hui son côté religieux, fervent, croyant en islam. Le président de l'Union musulmane du Togo, Bourhaïma Inoussa, le connaissait bien. Voici son témoignage, propos recueillis par Yasmine Adoko. Nous sommes connus, Assouma Aboudou et moi-même en France, où il était étudiant à Toulon. Et moi à Marseille, donc à peu près 2 villes de l'Est de la France, distant à peu près de 100 km. Et moi je suis rentré 2 ans avant lui. Et quand il revenait en vacances, c'est chez moi qu'il prenait hospitalité. Donc nous sommes toujours liés. Dieu merci, nous avons évolué presque de la même manière. Lui étant magistrat, moi professeur à l'université. Sur le plan religieux, nous ne lui reprochons rien du tout. Pendant le mois de Ramadan, surtout au moment de Laylatul Qadr, il a toujours fait relire le Saint-Coran tous les ans depuis un certain nombre d'années que j'ai connu à Asmabour. Et j'ai toujours participé à cette relecture du Coran pour prier naturellement pour sa famille, pour le pays et surtout pour le chef de l'État. Il a créé une association appelée Fondation Assouma Aboudou pour la charité. C'est vraiment quelqu'un de très religieux. Pour sa foi en Mohamed, Frère Abdou Assouma a laissé des réalisations à ses frères de même religion. Nous retrouvons Bourhaïma Inoussa. Assouma Aboudou a toujours aimé la religion, sa religion, c'est-à-dire l'islam. Et pour ça, il a fait la promotion de cet islam en construisant 2 belles mosquées, l'une à Lomé dans le quartier d'Itogomé et l'autre à Kara. J'ai été celui qui a inauguré ces 2 mosquées-là et elles fonctionnent tant bien que mal. Assouma Aboudou a acheté des hectares pour en faire un cimetière. Aujourd'hui, le seul cimetière digne du surnom des musulmans qui a Discopé est celui acheté par Assouma Aboudou, qui a fait dresser les papiers et un titre foncier en son nom pour remettre à la communauté musulmane. Nous souhaitons qu'Allah le mette dans son merveilleux paradis qu'on appelle Firdaus, qu'il arrange aux côtés des hommes du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'actualité internationale capte d'abord au Sénégal où 10 personnes ont trouvé la mort dans des heurts entre les partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de sécurité à Dakar et à Ziguinchor depuis la condamnation jeudi de cet opposant. Donc, il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le pays a tourné au ralenti face aux violences. Le gouvernement sénégalais a déployé l'armée dans les rues de Dakar. Le Congrès du travail du Nigeria vent debout contre la fin des subventions de carburant annoncées par le nouveau président Bola Tinubu. Lors de sa prise de fonction, la subvention permettait aux populations d'avoir accès au carburant bon marché. Les syndicalistes menacent de faire grève si, d'ici le 7 juin prochain, la décision est maintenue. En Inde, un enchevêtrement de wagons pulvérisés, c'est tout ce qu'il reste de la collision de 3 trains, dont un en convoi de marchandises survenu hier près de Balasore. L'accident a coûté la vie à 288 personnes alors que 850 autres ont été blessés. Le bilan pourrait s'alourdir selon les autorités. Écho du Palais, le sieur Sankarja, 47 ans, cultivateur dans la préfecture de Thone, a tenté de tuer sa mère suite à une dispute où celle-ci l'avait menacé de mort. La cour d'assises de Kara l'a condamné à 10 ans de prison. Les faits avec Hélène Assabi. Le 7 janvier 2021, le nommé Sankarja eut une dispute avec sa mère, conduite au cours de laquelle elle menace son fils et ses bêtes de mort. Dans la soirée, plusieurs bêtes et volailles meurent effectivement sans raison apparente. Ayant constaté que les menaces de sa mère sont suivies des faits, son fils décide alors de mettre fin à ses jours avant que son tour n'arrive. Il s'introduit nuitamment dans sa chambre, muni d'une corde avec nœud coulant.
Constatant qu'elle dormait paisiblement, il accroche un nœud au cou de sa mère et tire pour l'étrangler. Réveillée par un étouffement brusque, elle pousse des cris de douleur qui alertent le nommé Combat qui est venu lui sauver la vie. Arrêté et amené devant la cour d'assises de Kara pour y être jugé, Sankarja a été accusé de tentative de meurtre et condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Revue de presse à présent, un seul sujet retient l'attention des journaux, les retombées de la table ronde sur la problématique des engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest. La revue de presse, bien entendu, avec Léontine Atogima. La santé des sols passe par Lomé, affirme l'éveil de la nation. Cette affirmation provient des approches de solutions issues de la table ronde sur la sécurisation des engrais en Afrique, explique le dialogue. Il est question de la santé des sols parce que les dirigeants ouest-africains réunis les 30 et 31 mai à Lomé ont réfléchi sur la mise en place d'un système durable et compétitif de production et d'approvisionnement des producteurs en engrais de bonne qualité, poursuit l'hebdomadaire. Ouara les vainqueurs parle de la sécurisation de l'avenir du continent à travers la production des engrais. Le journal s'explique: pour enrichir les terres cultivables afin de nourrir les populations, la sous-région doit capitaliser sur ses importantes réserves de gaz et de phosphate. À ce propos, l'éveil de la nation annonce déjà la création d'une usine d'engrais phosphatés au Togo. Il s'agit d'un partenariat entre l'État togolais et le royaume chérifien qui vise l'implantation d'une usine locale d'engrais phosphatés sur la terre de nos aïeux, écrit le journal. L'Union pour la patrie confirme l'officialisation de l'aide de l'Office chérifien des phosphates au Togo. Le bi-hebdomadaire va plus loin en précisant que le premier protocole d'entente établi avec le ministère de l'Agriculture permettra de soutenir plus de 600 000 agriculteurs en mettant en place un centre de services agricoles qui offre des prestations de mécanisation, d'irrigation, de maintenance, de fourniture d'intrants agricoles, de formation et de support technique. Il sera aussi question de mettre à jour la carte de fertilité du Togo afin de couvrir l'intégralité des terres cultivables tout en développant des formules d'engrais adaptées aux besoins des sols et des cultures locales, rajoute l'Union pour la patrie. Et justement, l'impact des engrais chimiques sur les sols, l'appauvrissement de ces sols et la chute des rendements préoccupent les dirigeants ouest-africains qui craignent une insécurité alimentaire et nutritionnelle sévère. Ils se sont donc engagés à l'issue de la table ronde à tripler la consommation de nutriments et à doubler la productivité agricole d'ici à 2035 dans une approche de gestion intégrée de la fertilité des sols, du maintien et de la restauration de la santé des sols, révèle Ouara les vainqueurs. Sans vision, sans stratégie, les engrais passent bien vite d'une promesse de restauration des sols à la cause de leur détérioration. Face à ce besoin de trouver un juste équilibre, la planification et l'implication de l'État s'imposent, martèle Fort et Sozimna Nyasingbe dans les colonnes de l'éveil de la nation. De la vision, Feu Nyasingbe Yadema en avait en instaurant le 1er juin 1997, journée de l'arbre. Depuis, la tradition est respectée chaque 1er juin et elle a été de nouveau honorée jeudi dernier. C'est toujours l'éveil de la nation qui le mentionne dans ses colonnes. Les membres du gouvernement ont planté plus de 1000 arbres sur le site d'enfouissement des déchets à Akepe et à l'université de Lomé. Pour l'atteinte des 1 milliard d'arbres d'ici à 2030, Ouara les vainqueurs rappelle, je cite, « Planter un arbre, c'est bien, mais l'entretenir, c'est mieux. » Fin de citation. Carnet noir pour finir, la triste nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Le président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma, a tiré sa révérence. Les journaux lui rendent un dernier hommage. Hier 2 juin, la communauté internationale a observé la journée mondiale pour le tourisme responsable et respectueux. Une journée instituée pour permettre aux acteurs du secteur de repenser le tourisme. On parle aujourd'hui d'écotourisme.
Qu'est-ce que c'est? Quelle est la contribution du tourisme à l'économie togolaise? Ces questions ont été posées à Bobier Blaise. Il est directeur de la promotion du tourisme. Il est au micro de Geneviève Pognon et c'est notre premier invité de cette édition. Monsieur le directeur de la promotion du tourisme, la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux est observée ce 2 juin. On parle aujourd'hui d'écotourisme. Monsieur le directeur, que peut-on comprendre par écotourisme? Merci madame pour ce sujet que vous abordez et qui est très important partout dans le monde, ce qui lui a d'ailleurs valu une journée spéciale de la part de la communauté internationale. L'écotourisme est une forme de tourisme durable. Il s'agit d'un tourisme responsable en milieu naturel qui préserve l'environnement et participe au développement économique de milieux visités et au bien-être des populations locales. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, l'écotourisme est relatif à toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la principale motivation du touriste ou visiteur est d'observer et apprécier la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Il faut essentiellement retenir que l'écotourisme met clairement l'accent sur les voyages dans les zones de beauté naturelle combinés à la conservation de la nature, à des actions de développement des localités visitées au profit des communautés locales, en partageant les modes de vie des populations d'Akwe. Alors, que gagne le Togo en optant pour la pratique de l'écotourisme? Le Togo dispose de nombreuses potentialités propices à la pratique de l'écotourisme. Le développement de cette forme de tourisme peut contribuer à la préservation de l'environnement à travers la valorisation des zones qui s'y prêtent comme les zones humides, c'est-à-dire les mangroves, le littoral, les cours d'eau, les cascades, les barrages, les montagnes, les parcs, les réserves et aires propices à la découverte de la biodiversité. Il peut également contribuer à conserver et à valoriser les cultures locales, en partageant les modes de vie des populations d'Akwe, en tout respect par exemple. Enfin, l'écotourisme peut aider à lutter contre la pauvreté en participant au développement de l'économie locale à travers la valorisation des produits locaux, l'implication des populations dans l'organisation des activités de visite et surtout la répartition équitable des revenus. Comment se porte aujourd'hui le tourisme togolais après la crise sanitaire? Au Togo, les chiffres actuels sont très rassurants. Les arrivées des visiteurs sont passées de 481 706 000 en 2020 à près d'1 million en 2022. La reprise d'accueil des bateaux de croisière depuis l'année dernière est également rassurante. Juste pour cette année, le Togo a accueilli déjà 5 bateaux de croisière avec un total de 2628 visiteurs. Nos gouvernants ont compris la nécessité de redynamiser le secteur touristique au sortir de la crise à coronavirus. C'est pour cela qu'ils ont doté le secteur d'une stratégie de relance axée sur les points forts de nos potentialités. Il s'agira de mener les actions identifiées pour la mise en œuvre de ces axes stratégiques aux fins de réalisation des objectifs assignés au secteur touristique dans la feuille de route gouvernementale à l'horizon 2025, c'est-à-dire faire monter le PIB touristique de 4 à 6,2%. L'avenir du tourisme togolais est aujourd'hui porté par la vision ambitieuse que nos plus hautes autorités ont pour ce secteur et que notre ministre s'évertue à mettre en œuvre. Les acteurs touristiques sont aujourd'hui nos partenaires parce que sans eux, l'activité touristique n'existerait pas du tout. Pour cela, ce que nous pouvons leur dire, c'est de continuer à cultiver cet esprit de confiance et de collaboration avec le ministère de la Culture et du Tourisme pour qu'ensemble, on puisse relever le défi de relance et d'un meilleur positionnement sur le marché mondial. Il est plus que jamais important aujourd'hui de conjuguer les efforts pour la mise en œuvre de cette stratégie. Et Monsieur le ministre est convaincu de l'utilité de chaque maillon de la chaîne touristique. Quelle est alors la contribution du tourisme dans l'économie togolaise? Les derniers chiffres de la contribution du tourisme au PIB relèvent de 2019 et indiquent une contribution à 4% du PIB. L'ambition est d'arriver à 6,2% à l'horizon 2025. Cette ambition est la preuve que le tourisme est reconnu comme un secteur ayant un poids avéré
dans l'économie togolaise. Le tourisme crée des emplois au Togo, par exemple, près de 450 000 en 2019. Il occasionne également des dépenses qu'on appelle les dépenses touristiques, qui jusque-là ne sont malheureusement pas fiablement mesurées dans notre pays. Mais le ministère est en train de pallier ce problème à travers ces différentes initiatives récentes en faveur de l'amélioration de la production de ces statistiques. Pour terminer, monsieur le directeur, quelques sites qui attirent plus les touristes. On ne peut pas parler de sites touristiques phares. Tous les sites se valent, mais il y en a qui attirent plus de visiteurs selon le profil de ceux-ci ou selon la thématique. Je peux citer quelques sites les plus visités par région. Dans la région maritime, notre plage au sable fin, le lac Togo et sa belle embouchure à Aného, la maison Woods, le marché aux fétiches. La région des plateaux, qui est reconnue pour ses nombreux atouts naturels, est d'ailleurs une zone d'excellence de l'écotourisme avec de magnifiques cascades comme la cascade de Womé, Akloua, Betebena, Baledje. Pour la région centrale, nous pouvons citer le parc Fazao Malfakassa, la poudrière allemande, la cascade de Soko. La région de l'Akara dispose aussi des sites importants comme le paysage culturel Koutamakou, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Le parc de Sarakawa, les monts des Falais et le site de la métallurgie ancienne du fer de Bassar. Pour la région des savanes, nous pouvons citer les grottes au grenier de Nok et de Mampou, les peintures rupestres de Namodouga et de Lotogu et la mare aux hippopotames de Mango. Merci, monsieur le directeur de la promotion du tourisme. Je vous remercie. La communauté internationale a célébré en début de semaine, le lundi 29 mai, les casques bleus. À cette occasion, David Tchakbera a reçu Dr Yaknabe Ouassite, un ancien casque bleu togolais. Chose promise, chose due, nous vous proposons aujourd'hui l'intégralité de cet entretien. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le docteur Yaknabe Ouassite, docteur en sociologie de développement, spécialiste en gestion des conflits armés et analyste des relations civilo-militaires. Militaire des forces armées togolaises à la retraite, vous avez servi sous le drapeau à la base chasse de Niamtougou et admis à faire valoir vos droits à la retraite aujourd'hui. Au cours de votre carrière, vous avez effectué des missions de maintien de la paix à l'extérieur du Togo en tant que casque bleu. Quelles furent les plus belles expériences que vous avez connues au cours de cette mission? Permettez-moi de rendre hommage en ce jour à tous les hommes et femmes ayant servi en tant que militaires, policiers et civils dans les multiples opérations de maintien de la paix de l'ONU. Je salue leur professionnalisme, leur dévouement et leur courage, et j'honore la mémoire de plus de 4200 soldats de la paix de 1948 à nos jours qui ont perdu la vie, et souhaite prompte guérison aux blessés et aux personnes en situation de handicap. Pour revenir à votre question, effectivement, j'ai participé à plusieurs opérations de maintien de la paix des Nations Unies qui comptent 193 États membres. Lorsque vous sortez de votre pays en tant que soldat de l'ONU, il y a des dynamiques sociales qui s'opèrent naturellement. Par exemple, une communauté mue par une dynamique de connexion peut créer un lien fort entre des individus qui ne se connaissent pas, car ceux-ci partagent le même quotidien ou parfois la même histoire. De ce point de vue, cette interaction sur le terrain m'a permis de relever les forces et limites de chaque contingent, et cela favorise l'analyse des prestations professionnelles de la couche socio-professionnelle d'où je viens. Quelles sont les difficultés de cette mission que vous pouvez nous relever ici, en ce jour où la communauté internationale célèbre les casques bleus? Les difficultés que connaissent les casques bleus dans leur mission sont énormes. Je vais m'appesantir sur quelques-unes, à savoir la passivité tactique, c'est-à-dire il y a une lenteur et lourdeur des comptes rendus en cours d'opération, et ceci ne permettant pas une bonne et rapide réaction tactique. Docteur, comment vous trouvez les résolutions de l'ONU? Les résolutions de l'ONU sont taillées sur mesure, ne donnant pas la force aux casques bleus de manœuvrer en toute sécurité et professionnalisme. Ceci entraîne que les missions des casques bleus soient plutôt dissuasives
qu'offensive. Surtout pour les contingents africains, c'est une photocopie de leurs armées qu'ils implantent sur les terrains de conflit, ce qui ne permet pas, sur le plan de voir une harmonie au sein des casques bleus. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur votre thèse de doctorat qui a porté justement sur les missions extérieures, notamment en Côte d'Ivoire et au Mali? Mes recherches pour l'obtention du grade de docteur portent sur dynamique et perception des forces onusiennes de la paix en Afrique noire, les cas du Mali et de la Côte d'Ivoire. Cette thèse, transformée en livre, est vendue actuellement par les éditions universitaires européennes à 108 €. Juste un aperçu lapidaire. De nos jours, les forces onusiennes ne se limitent plus seulement à la fonction traditionnelle qui est de combattre, mais doivent aussi assurer les tâches multidimensionnelles qui semblent beaucoup plus le développement de la relation avec la population civile. De cette analyse, il ressort que les logiques d'action des forces onusiennes sur le terrain sont parfois contradictoires à celles préétablies par l'ONU. En conclusion, cette recherche permet à l'ONU et aux pays africains pourvoyeurs de forces de connaître les dessous de l'intervention des casques bleus sur le terrain pour mieux les réorganiser. Vos souhaits pour ces soldats engagés pour la paix dans le monde sont lesquels? Mon souhait pour ces soldats est d'être vigilants et de faire preuve de professionnalisme. Une chose est de fournir du matériel de dernière génération. L'autre est de savoir si le soldat est dans son état psychique normal avant d'utiliser le matériel. Les forces armées seules ne peuvent pas éradiquer un conflit. Il revient aux politiques de faire confiance au cerveau pour réfléchir sur les stratégies à donner aux forces. Docteur Ouassité, merci. Merci. Nous vous disons également merci à vous, David Tchakbera, et à votre invité, Dr Yaknambe Ouassité, ancien casque bleu. C'est la fin de cette édition. Auditeurs et auditrices, nous pouvons nous séparer sur ce bel hommage de Jean-Claude Janada au casque bleu du monde entier. Il avait décidé de les repeindre en bleu. Ces pays déchirés, mis à sang et à feu. L'ONU l'a envoyé, il est parti heureux, heureux. Il y a tant à donner dans un cœur généreux. Il y avait un soleil tout au fond de ses yeux, si bleu. Si ça n'est pas la paix, ça lui ressemble un peu, un peu. Il rêvait d'un soleil et d'un monde plus bleu, plus bleu. Le soldat de la paix, le petit casque bleu. Il y a ce qui est juste et vrai, mais personne n'en veut. Le droit est bafoué, tout le monde se voile les yeux. On est parfois paumé et on fait tout ce qu'on peut et de son mieux. On peut même en chialer quand on est casque bleu. Il y avait un soleil tout au fond de ses yeux, si bleu. Si ça n'est pas la paix, ça lui ressemble un peu, un peu. Il rêvait d'un soleil et d'un monde plus bleu, plus bleu. Le soldat de la paix, fier d'être un casque bleu. Il lui avait juré à cette fille aux yeux bleus
que bientôt il reviendra et que ce serait merveilleux. Mais un jour sans clarté, dans un matin brumeux, brumeux, le sniper a tiré sur la colombe bleue. Il y avait un soleil tout au fond de ses yeux, si bleus. Je crois bien que la paix lui ressemblait un peu. Il rêvait d'un soleil et d'un monde plus bleu, plus bleu. Le soldat de la paix, il était casque bleu. Il y avait un soleil tout au fond de ses yeux, aussi bleu. Je crois bien que la paix lui ressemblait un peu. Il rêvait d'un soleil et d'un monde plus bleu, plus bleu. Le soldat de la paix, il était casque bleu. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg